Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Kulanjan TV? Merci beaucoup de nous avoir d'abord invités à Kulanjan TV. Kulanjan que nous suivons de très près, mais on n'a jamais eu l'occasion quand même de venir ici. Et nous prenons l'occasion de vous féliciter d'avoir quand même eu l'idée de mettre en place une structure comme ça. Et nous fondons beaucoup d'espoir autour de cette initiative. C'est avec beaucoup d'émotion quand je suis entré dans le studio et j'ai vu notre camarade Papis Diallo. Vraiment, c'est avec émotion que, en tout cas, moi, en tant que jeune de Tekki qui a toujours côtoyé Papis Diallo, que j'ai eu à découvrir Kulanjan et ce magnifique studio. Vraiment, je voudrais vous féliciter avant tout et vous souhaiter bonne et heureuse année. En profiter également pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs de Kulanjan TV. Alors, moi, c'est Babou Karsar. Je suis un agent à la mairie de Hann Bel-Air depuis 2009. Actuellement, j'occupe là-bas les fonctions de chef de la division des recettes. C'est un peu le service qui accompagne le maire dans le recouvrement de certaines recettes municipales. Je suis également un jeune engagé dans la politique, notamment au niveau du parti de l'émergence citoyenne, PEC, mais plus connu sous le nom de Mouvement Tekki, que dirige l'honorable député, le président Mamadou Lamine Diallo. Un parti dans lequel nous sommes depuis 2007. J'occupe là-bas les fonctions de coordinateur national des jeunes de ce mouvement. Je suis membre du secrétariat permanent depuis 2010. Le secrétariat permanent, un peu, c'est la structure qui gère les affaires courantes du Tekki entre deux réunions du Bureau citoyen national. Alors, je suis également le coordonnateur départemental de Gossas, donc du mouvement Tekki. Donc, un peu de manière ramassée, c'est un peu ça la présentation de Pierre Babou Karsar, plus connu sous le nom de Babou Karsar. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique votre engagement en politique et pourquoi le mouvement Tekki? Ah, ça c'est extrêmement intéressant. L'engagement politique, je l'ai quand même eu à partir d'un engagement de très bas âge, alors que nous étions des élèves au lycée Kharkan de Gossas. Nous avions logé au niveau de la mission catholique de Gossas. En ce moment-là, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de CM. Au niveau communal, il fallait forcément aller au niveau départemental. J'ai quitté mon village Mbengan à 15 km pour rejoindre le lycée, le seul lycée qu'il y avait d'abord à Gossas. D'ailleurs, à Gossas, c'était le lycée Kharkan. Alors, arrivé au lycée Kharkan, vous n'avez pas forcément de parents qui pouvaient vous accueillir. Nous étions au niveau de la mission catholique. Et pour loger à la mission catholique, il y avait un certain nombre de conditions qu'il fallait respecter. Il fallait, le dimanche, si vous êtes là, aller à la messe, à l'église. Il fallait également impérativement étudier la catéchèse. Mais il fallait également s'engager dans un mouvement. Moi, j'avais embrassé la jeunesse estudiantine catholique. Un mouvement magnifique qui permettait de former le jeune, mais surtout qui lui permettait déjà de le mettre en immersion dans le monde dans lequel il est. Déjà en tant qu'étudiant, donc il fallait s'engager dans la résolution des conflits estudiantins. Il fallait donc voir entre l'administration du lycée, le corps professoral et les élèves, les petites difficultés qu'il y avait, donc faire preuve de médiation. C'est à travers des actes comme ça, avec la jeunesse estudiantine catholique du Sénégal, que j'ai pris goût à la politique. Quand nous avons eu le bac et nous sommes arrivés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment en 2007, alors, on quittait notre logement qui était à Fass et on allait à l'école normale supérieure où nous prenions nos repas. Quand vous avez la carte estudiantine, il était plus facile de manger à l'université ou à l'école normale. Alors, le premier jour de la campagne électorale de 2007, je me souviens de cela, nous étions partis à l'école normale pour prendre le repas. Au retour,
Donc on avait vu il y avait des états-majors qui s'apprêtaient à démarrer leur campagne. Nous sommes passés d'abord chez Idrissa Seck au niveau de Fan.e. Là, il y avait un arsenal de sécurité tellement impressionnant qu'ils nous ont renvoyés. Bon, en tant que jeunes, on voulait juste découvrir comment ça se préparait et ainsi de suite. Et vouloir obtenir quelques t-shirts. Ils nous ont renvoyés. Alors, on a quitté chez Idrissa Seck, on a remonté vers le canal de Fass, arrivé, et on a vu encore un autre groupe. Il y avait de la musique. On s'est approché. Mais cette fois-ci, curieusement, les gens ne nous ont pas renvoyés, mais ils nous ont demandé de venir voir. On a commencé à voir des affiches d'un candidat qu'on ne connaissait pas, Mamadou Lamine Diallo, haut fonctionnaire international de la Banque mondiale, président directeur de cabinet de Alpha Omar Konaré, président de l'Union africaine, docteur en économie, ingénieur des mines. Vraiment, nous étions impressionnés en tant qu'étudiants et le parcours tout de suite nous séduisait. Il constituait de fait un modèle pour nous. On s'est dit, tiens, mais c'est intéressant. Le profil déjà, ça donne envie de découvrir et nous avons demandé à intégrer donc les rangs pour voir de quoi il s'agit. Ainsi, à partir de ce jour-là? C'est à partir de ce jour-là qu'on nous a embarqués. On a fait toute la soirée avec l'équipe de campagne de Mamadou Lamine Diallo. Le soir, on revenait fatigué. On voulait juste rentrer à la maison, prendre nos tickets de restaurant et retourner à l'école normale. Ils ont dit non, 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 vous avez fait toute la soirée avec nous, mais restez, on voudrait concocter un petit groupe d'étudiants, de jeunes étudiants qui vont nous accompagner durant la campagne. Et on s'est dit pourquoi pas. Aussitôt, on a monté un bureau de campagne comme ça pour les jeunes et on nous a mis dedans. Et c'est depuis lors que nous sommes embarqués dans le mouvement Tekki par le simple jeu du hasard. Mais le hasard qui a été provoqué par ce profil intéressant du candidat. Et voyez-vous, lorsqu'on a fait le tour, lors du premier jour de campagne avec Mamadou Lamine Diallo, on a écouté son discours. Et nous étions séduits par la clarté du projet. Il était tellement clair dans sa tête. Il était tellement bien expliqué. C'était la première fois qu'on entendait un tel discours. Un discours empreint de vérité, un discours empreint d'une vision assez large. D'accord. Vous avez été séduit dès le premier jour, Ouais. dès le premier discours que vous avez entendu du président Mamadou Lamine Diallo. Aujourd'hui, est-ce que ce discours est audible auprès des jeunesses du Sénégal, des jeunesses du mouvement Tekki? J'avoue que le discours aurait pu être mieux perçu par les Sénégalais. Par les jeunes? Par les jeunes, notamment. Et aujourd'hui, c'est de notre faute, nous qui sommes responsables de jeunes du mouvement Tekki. C'est de notre faute, nous qui sommes aujourd'hui des responsables départementaux. C'est de notre faute aujourd'hui, nous qui, depuis 2007, sommes là en train d'apprendre et sommes investis de la mission de vulgariser ce discours-là. S'il y a échec, c'est forcément à notre niveau. Mais quelque part également, le discours aujourd'hui est audible. À un moment donné, Mamadou Lamine Diallo nous a dit ce qu'il faut faire, c'est de gagner la bataille de l'hégémonie politique, de l'hégémonie des idées. Il est important, certes c'est bon de conquérir le pouvoir, de l'exercer, tout cela, mais avant d'arriver à cela, il faudrait d'abord que notre discours puisse passer pour convaincre d'abord la classe politique, pour convaincre l'intelligentsia, mais pour convaincre un peu les citoyens sénégalais. Parce que, dit-il, l'objectif de la politique, ce n'est pas forcément pour exercer le pouvoir, mais plutôt poser sur le destin du peuple. À partir de ce moment, on doit pouvoir parler à ce peuple-là pour qu'il comprenne l'essence du discours. Aujourd'hui, vous entendez de plus en plus les gens parler d'émergence. Ce mot-là, Mamadou Lamine Diallo l'a dit ici, il l'a théorisé, il l'a écrit dans des ouvrages. Au moment où il parlait de l'émergence du Sénégal et de l'Afrique, en ce moment-là, en 2007, Macky Sall était en train de théoriser le Weddi Gis Bokouté auprès d'Abdoulaye Wade, où on a fait des impressions de bâche de grands projets structurants d'Abdoulaye Wade à travers des panneaux publicitaires de 18 mètres carrés. Ils étaient même obligés de recruter des nervis pour surveiller ces panneaux-là.
En ce moment-là, Macky Sall était dans le Weddi Gis Bokku Ci. C'est en ce moment que Mamadou Lamine Diallo parlait de quelle stratégie mettre en œuvre pour faire l'émergence du Sénégal et de l'Afrique. Vous entendez parler de la diplomatie du bon voisinage. C'est Mamadou Lamine Diallo qui l'a amené ici, dans le discours politique sénégalais. Vous entendez parler de l'aménagement équilibré du territoire sénégalais par l'érection de pôles régionaux de développement. C'est Mamadou Lamine Diallo qui l'a impulsé dans le discours politique sénégalais. Vous entendez parler même d'assises nationales. C'est dans la doctrine politique du mouvement Tekki où il nous disait qu'il faut toujours privilégier la concertation qui peut prendre les formes d'assises citoyennes. À l'époque, la classe politique s'en est saisie et lorsque les Niass et Tanor ont été laminés en 2007 par Abdoulaye Wade, ils ont voulu faire quelque chose de nouveau pour rebondir. Ainsi, ils se sont engagés dans les assises nationales. Lesquelles assises nationales ont connu la participation honorable du mouvement Tekki. Donc, cette bataille de l'hégémonie des idées au niveau de la classe politique, elle est menée et je pense qu'elle est réussie par le mouvement Tekki. Mais comment faire maintenant pour que ce discours de responsabilisme que tient Mamadou Lamine Diallo et le mouvement Tekki, ça c'est notre job, on doit le faire et malheureusement je dois constater qu'il y a il reste beaucoup de choses à faire. Ça nous l'avouons avec beaucoup de modestie. J'avoue que le climat politique sénégalais n'est pas tellement favorable. C'est un climat politique quand même entaché de clientélisme politique où il faut voler beaucoup de milliards pour se positionner. Pour gagner la bataille de la communication, il faut beaucoup de manipulation, il faut beaucoup d'argent, il faut. Quand nous ne sommes pas dans ce créneau, il est difficile dans ce cas d'avoir un discours audible. Mais nous espérons quand même que si nous continuons dans la persévérance, le discours sera un jour audible. Mais justement, le mouvement Tekki, un mot wolof, réussir. C'est le rêve de beaucoup de jeunes, c'est le rêve de toutes les jeunesses. Et donc, forcément, le mouvement Tekki doit parler aux jeunes. Si aujourd'hui vous voulez renverser cette tendance-là, quel discours est-ce que vous allez tenir à ces jeunesses-là? Oui, c'est de leur parler un peu de la doctrine de Tekki. Le discours, il est là. Quand vous suivez un peu l'école du parti, qui est tenue avec des mains de maître par le secrétaire à la vie politique, notre frère Amadou Dieng, vous allez vous rendre compte que le discours est clair. Tekki, vous le dites, j'ai eu l'occasion de rencontrer un binôme de Mamadou Lamine Diallo, Moussa Ndiaye, qui a été assassiné ici au Sénégal. Les deux personnalités, Mamadou Lamine Diallo, brillant intellectuel qui a fait le tour du monde, quand vous lui parlez comme ça d'un pays, dans le volet, facilement il peut vous raconter des anecdotes comme ça sur ce pays-là. Au niveau des 5 continents du monde, à chaque fois que vous lui parlez d'un pays ou d'un continent, il peut tout de suite vous raconter des anecdotes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été au fait de tout ce qui s'est fait un peu partout dans le monde. Alors, un patriote très engagé qui a accepté de tout laisser les privilèges de la Banque mondiale, laisser le privilège de la Banque centrale, laisser les privilèges d'être un fonctionnaire international au niveau de l'Union africaine pour se consacrer exclusivement à son pays, le Sénégal. Il rencontre un homme, si vous lui parlez des coins les plus loin du Sénégal, quand vous lui parlez des quartiers les plus de profondeur à l'intérieur du pays ou à l'intérieur des grandes villes, vous demandez à Moussa Ndiaye, est-ce que vous connaissez Mbengan, est-ce que vous connaissez Goudomp, est-ce que vous connaissez... Mais il vous raconte des anecdotes, mais c'est extraordinaire. Quelqu'un qui a une bonne, parfaite maîtrise du Sénégal. Sénégalais vraiment bon teint. Quelqu'un qui a une dimension intellectuelle, mais extraordinaire. Qui maîtrise parfaitement le Wolof. Moussa Ndiaye, je l'ai croisé à Tekki à plusieurs reprises, mais je ne le connaissais pas. Pour dire vrai, je disais que même le gars là, il était compliqué. Je quitte Tekki, je quitte Dakar, je retourne à Mbengan, dans mon village natal. Il y avait
l'ex-directeur de l'AGETIP, un certain monsieur Wad, sa femme avait lancé une ONG qui s'appelle AFE, Association Femmes Enfants Environnement. Cette ONG a fait presque 10 ans dans nos localités sans pouvoir faire quelque chose d'assez important. Alors, ils rencontrent Moussa Ndiaye et ils font de Moussa Ndiaye un consultant. Au bout de 5 ans, Moussa Ndiaye a changé complètement la tournure de cette ONG, au point que l'ONG construit des cases de santé, construit des CM, construit des écoles, construit des préscolaires, construit des latérites, s'engage dans l'alphabétisation des masses, mais un travail extraordinaire que l'État et les mairies devraient faire. Au bout de 5 ans, quand j'ai demandé à mon oncle, mais qu'est-ce qui s'est passé avec AFE? Vous avez connu des bons spectaculaires. Il nous a dit, Dieu nous a gratifié l'expertise d'un homme d'une dimension intellectuelle hors pair qui s'appelle Moussa Ndiaye. Quand il vient ici au village, il prend la peine d'équiter tout le monde. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une connaissance mais extraordinaire. Ce Moussa Ndiaye-là, c'est mon oncle qui habite Mbengan qui me l'a fait découvrir. Quand je suis revenu à Teki, je lui ai dit, ben, j'ai été à Mbengan, on m'a dit que vous étiez là-bas. Il m'a dit, à Mbengan, chez Idrissa Faye. Je lui ai dit, oui, Idrissa Faye, c'est mon oncle. Il m'a dit, ah bon, on doit parler de Mbengan, on doit parler de Teki, on doit parler de comment faire développer Teki dans ces contrées-là. Mbengan, c'est dans le cœur du Sine. C'est à Gossas, c'est dans la région de Fatick, là où habite Macky Sall. Malheureusement, nous n'avons jamais eu l'occasion, Moussa Ndiaye et moi, de continuer cette discussion pour voir comment développer Teki dans Mbengan. Parce qu'entre-temps, il a été lâchement assassiné. Moussa Ndiaye a été donc assassiné pour couper l'herbe de cette dynamique Teki qu'il y avait autour de 2 hommes. Un homme brillant intellectuel, Mamadou Lamine Diallo, qui a fait une expérience internationale, mais également une expérience nationale, parce qu'il a été conseiller technique de la primature, il a dirigé, il a été PCA de beaucoup de sociétés ici au Sénégal, donc il connaît parfaitement l'administration sénégalaise, doublé maintenant de quelqu'un, Moussa Ndiaye, qui lui avait une maîtrise un peu de la réalité sociologique du Sénégal. Je pense que ce binôme, ces deux-là allaient faire vraiment un travail extraordinaire. Mais nos détracteurs, les adversaires de Teki, ils ont été lâches en voulant couper l'herbe de Teki, en assassinant Moussa Ndiaye. Et depuis lors, beaucoup des jeunes qui étaient engagés avec nous dans le mouvement, beaucoup de grandes personnalités qui ont répondu à l'appel de sursaut citoyen qu'avait lancé Mamadou Lamine Diallo en 2017, ont eu peur et ont reculé. Ils ont abandonné Teki. Mais sant Yalla, aujourd'hui, Teki continue sa marche. Aujourd'hui, Teki est en train de former des Moussa Ndiaye. Teki est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Et nous avons la responsabilité de continuer ce discours. Vous l'avez dit, Teki en Wolof. Sur lire du dos, si un enfant est né, au moment du baptême, on dit Yalna Mag Teki. C'est au-delà d'un engagement politique, mais Teki, c'est un discours, c'est un engagement de vie. Yalna Mag Teki Bobu, je pense que c'est toute une problématique, c'est toute une réflexion qui a été menée par ces deux hommes pour arriver à ce mot trouvé en Wolof. Je pense qu'ils ont eu même de la difficulté à trouver la signification en français. C'est pourquoi, quand ils ont voulu traduire en français, ils ont pris le mot responsabilisme, qui ne veut pas dire directement Teki, mais qui veut dire Kiliftef. Quand vous voulez traduire Kiliftef en Wolof, vous n'avez pas Kiliftef en français, vous n'avez pas le terme, mais ils ont osé créer le terme responsabilisme. On comprend votre engagement dans Teki et pour les jeunesses. Alors, on sort d'élections, les élections législatives. Teki a fait partie d'une coalition. Alors, la coalition Wallou, comment ça s'est passé, le lien avec la création de cette coalition? Ben, évidemment, au Sénégal, depuis un bon bout de temps, nous sommes à l'avènement des grandes coalitions. Seuls les partis politiques ne parviennent plus à gagner. Le mouvement Teki s'est engagé contre le régime de Abdoulaye Wade. Nous avons travaillé à la chute
du régime de Wade. Mais Wade, c'est un grand démocrate. Une fois de l'autre côté, je pense que le régime a gagné en humilité. Et on s'est retrouvé avec un combat en commun, stopper les dérives du régime Macky Sall. À partir de ce moment, nous sommes obligés d'avoir un minimum d'entente autour des combats qu'il faut faire pour préserver la démocratie. Le président Abdoulaye Wade avait un peu d'élégance. Le 23 juin, s'il était un sadique, s'il était un téméraire, il pouvait forcer et ça allait se terminer en bain de sang. Peut-être aujourd'hui, le président Macky Sall n'allait pas être président parce que le projet pouvait passer comme lettre à la poste et donc on allait aller à une élection où seul avec 25% le quart bloquant, le président allait remporter les élections pour avoir un troisième mandat. Mais lorsque le peuple est sorti spontanément, avec tout ce que cela a créé, le président Abdoulaye Wade a eu de la hauteur et s'est retiré. À partir de ce moment, donc les bases d'une élection démocratique ont été jetées, ce qui a amené une alternance en 2012. C'est ce Abdoulaye Wade, démocrate, on a besoin de lui pour justement rappeler à Macky Sall, quand nous étions là au moment des assises nationales, quand nous étions là au moment du 23 juin, nous n'étions pas d'accord à ce que les politiciens puissent tripatouiller la Constitution pour briguer le troisième mandat. Nous n'étions pas d'accord avec cette option selon laquelle Dole, Bourante règle Djeri. Nous étions d'accord pour qu'il y ait une gouvernance démocratique. Et on avait besoin de toutes les forces vives. C'est pourquoi Tekki n'a pas hésité à s'allier avec la force du PDS, à la tête duquel il y a le démocrate Abdoulaye Wade, effectivement pour aller à l'assaut contre ce régime dictatorial de Macky Sall. C'est ce qui a expliqué que déjà au moment des locales, nous avons accepté de travailler avec eux. Au moment des législatives également, nous avons consolidé ces acquis. Et le PDS, parfois, a été beaucoup plus attentif à Tekki que nos alliés auparavant. Parce que bien avant notre alliance avec le PDS, nous étions avec le Parti socialiste dans le cadre de Benno Siggil Sénégal. Ces gens-là, je dois l'avouer, à un moment donné, nous ont combattus à des niveaux mais insoupçonnés. Nous avons été dans Tahaou Dakar avec le maire Khalifa Ababakar Sall. Khalifa Ababakar Sall, lorsque Macky Sall a estimé que le maire de Dakar doit être impérativement de l'APR et non pas de Benno Bokk Yakaar. Parce que figurez-vous, en 2012, le président Macky Sall élu, président de la République, aux législatives, il a une écrasante majorité à l'Assemblée nationale sous la coupole de Benno Bokk Yakaar, s'est dit, tiens, aujourd'hui, le maire de Dakar doit être impérativement non pas de Benno Bokk Yakaar, mais de l'APR. Il s'est engagé alors à faire des réformes constitutionnelles, des réformes du code électoral qui sont déconsolidantes. Pour rien que couper l'herbe de Khalifa Sall, le président Lamine Diallo s'est levé et a dit qu'il faut laisser tranquille Khalifa Sall. Il faut le laisser, il est en train de faire un bon travail. À partir de ce moment, Khalifa Sall est venu rencontrer le président Lamine Diallo et ensemble, ils ont mené le combat. Là, au moment où le feu Ousmane Tanor Dieng était hésitant, au moment où beaucoup de cadres du Parti socialiste étaient hésitants à engager le combat contre Macky Sall pour préserver la ville de Dakar. Ce maire Khalifa Sall lui-même avait des ententes avec le président Lamine Diallo pour que la mairie de Point E, Fan Point Amitié, soit dirigée par Tekki. Mais au bout du compte, les manœuvres politiciennes ont pris le dessus et ils ont mis un baïfal de Khalifa Sall là-bas, en l'occurrence par la Samba. C'est dire donc que le chemin de Tekki n'est pas facile, n'est pas simple. Au cours de ce bras de fer, nous avons perdu notre premier responsable national des jeunes qui nous a quittés. Alors, aujourd'hui, ce combat qu'on a toujours mené à Tekki, que ce soit au sein de Benno Siggil Sénégal, que ce soit au sein de Tahaou Dakar,
avec le PDS, ce combat n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de la considération, on a beaucoup plus de l'écoute, on a beaucoup plus de l'estime. Lors des élections locales, le PDS a accepté de faire de Mamadou Lamine Diallo le mandataire national. Ils l'ont écouté, ils l'ont fait confiance. Aujourd'hui, c'est grâce à cette coalition que le président Lamine Diallo est vice-président à l'Assemblée nationale. Dans d'autres coalitions, il est clair qu'il n'allait pas l'être. Parce qu'il y a dans ce pays beaucoup de classes, dans cette classe politique, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont le complexe de Mamadou Lamine Diallo. Mais je pense que le bonhomme de chemin continue et Inch'Allah, il y a de conquêtes assez intéressantes qui restent à faire, que ce soit avec Wallu, que ce soit avec Yewwi, que ce soit avec d'autres personnes, Inch'Allah. Justement, pour revenir à cette élection du président de l'Assemblée nationale, on se serait attendu à ce que Mamadou Lamine Diallo se présente comme candidat. Pourquoi n'a-t-il pas été président pour le poste de président de l'Assemblée nationale? Dans la réalité politique, il ne pouvait pas dire que je suis candidat. D'abord, il est membre de Wallu. Dans Wallu, il ne peut pas s'assurer avoir le soutien de tout Wallu. C'est à Wallu maintenant de lui dire. Dans ce cas, tous les députés de Wallu, à partir de ce moment, allaient derrière lui. Une fois cela fait, Wallu pourrait porter sa candidature au niveau de l'Assemblée, de concert avec Yewwi, parce que je sais qu'il a fait un travail important. À l'approche des élections législatives, Mamadou Lamine Diallo nous a dit en matière politique, nous faisons face à Macky Sall, qui depuis 2012 maintient son Benno Bokk Yakaar en main de maître. Il ne rigole pas. Si nous voulons le contrer, nous devons mettre à côté nos égos. Nous ne devons pas avoir d'état d'âme à aller rencontrer les gens de Yewwi. Bien que nous n'étions pas d'accord avec eux au moment des élections locales, les élections locales maintenant c'est terminé. Il a pris l'initiative d'aller rencontrer des responsables de Yewwi. Il a discuté avec eux. Et aujourd'hui, s'il y a eu la grande intercoalition Wallu et Yewwi, Mamadou Lamine Diallo y a joué un grand rôle. À partir de ce moment, il devenait la personnalité la plus consensuelle. Yewwi avait un candidat. Mais tous les responsables de Yewwi savaient que le candidat de Yewwi n'avait pas le consensus. Il pouvait embarquer les députés de Yewwi, mais il ne pouvait pas embarquer les députés de Yewwi et de Wallu. Seul Mamadou Lamine Diallo pouvait être le candidat qui pouvait faire confiance à la fois les députés de Yewwi, ceux de Wallu, mais au-delà d'eux, il y a parmi des députés de Benno Bokk Yakaar qui seraient d'accord de voter pour Mamadou Lamine Diallo pour avoir une assemblée de rupture. C'était le candidat idéal. Mais malheureusement, lui, il ne peut pas porter cette candidature. C'était à Wallu de le faire et à Yewwi, effectivement, de valider cette candidature-là. Malheureusement, les gens sont dans des dynamiques de calcul politicien. Khalifa Sall, ce qu'il veut, c'est d'avoir son Baye Fall là-bas. Ousmane Sonko, ce qu'il veut, c'est d'avoir son Baye Fall là-bas. Bon, Karim Wade veut aussi son Baye Fall là-bas et ça crée un petit choc général. Alors qu'ils ne savent pas que ce Macky Sall-là, il ne rigole pas. Il ne veut pas de troisième mandat, il veut de la présidence à vie. Pour se battre contre lui, il faut des consensus forts. L'intercoalition Wallu et Yewwi a été un bon projet. Ça a été le début, mais il fallait poursuivre dans cette dynamique. J'ai été déçu quand j'ai vu que tous les votes de budget des ministères étaient passés comme lettre à la poste. Ce n'est pas normal. Cela ne reflète pas le vote des Sénégalais. En vérité, le vote des Sénégalais, ce qu'il donne aujourd'hui en termes de résultats au niveau de l'Assemblée, c'est qu'il y a un ballottage sérieux. Chaque ministère devrait flipper, mais à un moment donné, c'était un jeu d'enfant. Les ministres, les députés de l'opposition, soit ils s'abstenaient, ou bien ils faisaient tout pour ne pas être là. Ils s'absentaient tout simplement. Et à partir de ce moment, on laissait les budgets passer comme lettre à la poste. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Il faut que les gens fassent un peu de sérieux, preuve de sérénité, preuve de patriotisme s'ils veulent que Macky Sall ne soit pas un émir gazier et pétrolier ici au Sénégal. D'accord. Justement, en parlant de ressources, l'exploitation, c'est prévu pour cette année 2023.
ça nous permet de parler de gouvernance. Parce que la gestion de ces ressources-là appelle une bonne gouvernance. Justement à ce sujet, les derniers rapports de la Cour des comptes font peur, font réfléchir, puisque la gestion des fonds Covid a fait beaucoup parler. Il y a eu une mauvaise gestion. Et là, les Sénégalais réclament des poursuites. Vous, à votre niveau à Tekki, quelle lecture faites-vous de ces scandales-là autour de la gestion des fonds Covid? D'abord, il faut féliciter la Cour des comptes pour ce courage et ce travail qui est en train d'être fait. On ne peut pas se permettre, ici au Sénégal, d'avoir une justice couchée. Et cette partie de la justice, la Cour des comptes, essaye de faire le travail tant bien que mal. Cette Cour a besoin d'être renforcée, non pas en termes de salaire seulement, en termes de recrutement seulement, mais on doit aller plus loin. On doit permettre à la Cour des comptes, une fois que les rapports sont définitifs, au lieu de le remettre au président de la République et attendre de lui qui est un politicien, ou attendre du ministère de la Justice qui est un politicien, que ce soit enclencher des poursuites judiciaires, il faut donner la possibilité aux magistrats de la Cour des comptes d'enclencher eux-mêmes cette procédure, en saisissant directement des juges d'instruction. Des réformes comme ça auraient aidé, je pense, à mieux rationaliser la gestion de nos ressources. Nous sommes un pays quand même assez pauvre. Les ressources sont très peu limitées. Nous passons tout le temps à manger, à quémander de l'argent. Nous passons tout le temps à nous endetter. Le peu de ressources dont on dispose, franchement, on doit pouvoir le gérer de manière rationnelle. Nous sommes dans un système politique où le clientélisme politique est de fait. C'est connu, tous les ministres, directeurs généraux, d'âge, tous les fonctionnaires de l'État, mais chacun cherche à avoir une base politique. Il fait toutes les gymnastiques possibles pour se taper énormément de l'argent et le distribuer à souhait. Macky Sall lui-même dit à ses directeurs et à ses ministres, si vous voulez rester au poste, gagnez vos localités. Quand je vous nomme d'âge ou directeur, vous voulez rester là-bas, mais les critères de performance, justement, ce n'est pas mon problème. Allez-y, gagnez Gossas, allez-y, gagnez Mbar, allez-y, gagnez Goudomp, et vous allez rester au poste. Si vous ne le faites pas, vous serez dégommé. À partir de ce moment, mais la voie est toute ouverte à toutes les malversations. La seule chose que je déplore, c'est que la Cour des comptes recommande que des DAGE soient traduites devant les juridictions, ou bien que des enquêtes judiciaires soient ouvertes à l'encontre des DAGE, qui sont des fonctionnaires, qui ne sont pas des ordinateurs de dépenses, mais où sont les ministres? Il y a eu dans le code de passation des marchés publics des dispositions qui ont été faites qui voudraient que tous les fonctionnaires qui participent dans le processus de passation de marchés publics signent ce qu'on appelle des chartes de la transparence et de l'éthique. Ils déclarent connaître les procédures édictées par le Code général des marchés publics et s'engagent à les respecter. Et il assumerait toute responsabilité qui découlerait donc des manquements dans le processus de passation des marchés publics. On fait signer à des fonctionnaires de tels engagements. Mais à côté, on ne leur assure pas la possibilité de ne pas se faire dégommer par un ministre. N'importe quel DAGE peut être fait dégommer par un ministre. Ce n'est pas normal. Il fallait au préalable à ces fonctionnaires-là les assurer le principe de l'inamovibilité dans l'exercice de leurs fonctions. Vous êtes DAGE du ministère de la Pêche, on est sûr que vous l'êtes pour 10 ans. Peu importe le ministre qui va arriver, il va vous laisser là-bas. À partir de ce moment, si on vous demande d'être indépendant, d'être transparent, d'engager votre personnalité, vous aurez en mesure de le faire. Mais on ne le fait pas. On sait que le ministre peut vous enlever et amener quelqu'un d'autre. Celui qui va venir avec le ministre de la Pêche, il sera obligé de jouer le jeu du ministre de la Pêche.
Donc, vouloir s'attaquer à ce DAGE-là, je pense que c'est une manière de bluffer, c'est une manière c'est un contre-feu. En vérité, ce sont les ministres-là qu'il faut traquer. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que Macky Sall ne va pas donner suite favorable à ces rapports. Parce que Macky Sall, c'est lui qui a créé ici l'OFNAC. Il a dit à tout le monde, l'OFNAC, c'est pour ceux qui sont actuellement au pouvoir. Il dit qu'il ne va protéger personne. L'OFNAC fait un rapport au niveau du coude contre son ami Cheikh Omar Anne. Cheikh Omar Anne, non seulement n'a pas été traduit en justice, mais il s'est plongé dans une dague-santé terrible avec l'OFNAC. Résultat des courses, aucune poursuite n'a été engagée. Quand l'affaire Petrotim a été enclenchée, l'idéal serait que l'OFNAC se saisisse de la question, parce qu'on a parlé de pots de vin et de corruption. Lorsque l'affaire des 94 milliards a été engagée, l'OFNAC s'est saisi du dossier et a déposé son rapport auprès du procureur de la République. Il n'y a aucune poursuite. Macky Sall et son régime ont étouffé l'OFNAC de par des rapports qui ont été déposés à la table du procureur sans suite. Ces rapports de l'OFNAC ont beaucoup plus d'importance que ces rapports de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid. Pourtant, il n'y a pas eu de suite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être bête pour penser qu'il y aurait des poursuites concernant ces rapports-là. Mais attention, Macky peut-être, il lui reste que quelques mois. Il va partir. Ces délits mentionnés dans les rapports sont prescrits au moins pour 10 ans. D'ici 10 ans, le peuple aura l'occasion de solder ses comptes avec ces ministres qui sont épinglés par ces rapports-là. Et Inch'Allah, je pense qu'on aura l'occasion, une fois que Teki arrive au pouvoir, de clarifier toutes ces questions-là. Inch'Allah. D'accord. Alors, parlons maintenant de votre engagement personnel. À Gossas, par exemple, vous avez été candidat malheureux au dernier local. Quelles sont les perspectives? Est-ce que vous êtes toujours aussi engagé à faire bouger les choses à Gossas, à faire entendre la vision de Teki? Et comment comptez-vous davantage vous imposer à Gossas? Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de continuer, de poursuivre le combat à Gossas. Parce que c'est ma terre. Mamadou Lamine Diallo nous a appris que quand l'homme a été créé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié des tâches. Il lui a dit, il faut descendre sur terre pour préserver la terre. Il faut aller chercher de la connaissance. Il faut utiliser ta connaissance pour améliorer le sort de tout individu sur cette terre-là. Si j'ai un temps soit peu d'engagement, je dois l'utiliser pour améliorer les conditions de vie de mes parents qui sont à Gossas. Durant le marathon budgétaire, j'ai entendu le ministre de l'économie et des finances dire qu'ils sont à un taux d'électrification de 79%. Dans ma commune Patarlia, le taux d'électrification est de 20%. Le chiffre que le ministre dit là, à Gossas, à Patarlia, on ne croit pas. Parce que ce n'est pas la réalité que nous vivons. Il a dit que nous avons augmenté tant de kilomètres de route chez nous, à Pata, pour une superficie où il y a 83 villages. Il n'y a que 2 pistes qui sont goudronnées. Une première piste qui traverse Gossas jusqu'à Diakhao, qui a été faite par le président Abdoulaye Wade. Une deuxième piste qui quitte Gossas, qui va jusqu'au chef-lieu de la commune de Patarlia. Cette piste-là a été faite par Mohamed Boun Abdallah Dionne dans le but de faire transhumer le maire de Patarlia. Après tout cela, tout ça, c'est des pistes sablonneuses. Face à ce constat, nous qui sommes natifs de là-bas, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous engager. Parce que l'État fait, voyez-vous, Gossas, c'est dans la région de Fatick. Tout le monde, le président Macky Sall gagne là-bas autour de 79%, 80%. Ce qu'il fait, il prend les plus grandes gueules. Il fait tout, il exerce toute forme de pression pour les faire transhumer.
Le président du conseil départemental de Gossas a été élu sous la base de l'opposition, le parti qui s'appelait Modèle. Il a été élu sous cette bannière. Je ne sais par quel moyen de pression le pouvoir a réussi à le faire transhumer. Il a quitté pour rejoindre l'APR. Lui, c'est une belle grande gueule. Et à partir de ce moment, lui et ses gens, l'État les a donné des moyens considérables afin qu'ils puissent gagner toutes les collectivités. Au lieu de s'adonner à ce travail, de s'occuper de l'agriculture, de s'occuper des pistes rurales, de s'occuper de l'électrification rurale, tout ce qu'ils font, c'est de gérer des affaires politiques autour de ces gens-là, qui sont des politiciens sans foi ni loi. Est-ce qu'il nous faut démissionner et laisser ces politiciens, laisser l'État à les populations à la merci? Tout ce qu'on leur donne, c'est les bourses de sécurité familiale. Durant leur campagne électorale, il y a toujours un fou du village qui prend le micro en dernier lieu pour dire « Yen mairie nak yen lay waxal. Si jamais vous votez l'opposition, on va couper vos bourses de sécurité familiale. » À chaque fois, c'était ça le discours. Nous avons l'obligation de continuer à faire le travail pour faire entendre la voix de Tekki. Nous avons l'obligation de continuer à leur dire que depuis Senghor, l'État est en train de duper le monde rural. Le monde rural ne peut pas produire l'essentiel du secteur primaire, l'agriculture et l'élevage, et à chaque fois quand il s'agit de répartir les ressources, on privilégie davantage les centres urbains. On nous fait faire des terres, des BRT ici, ça fait des centaines de milliards, ça fait des milliers de milliards. De quels milliards pourraient aider effectivement à aménager de manière équilibrée le territoire national en privilégiant le monde rural pour effectivement éviter que tout le monde quitte Gossas pour arriver à Dakar, pour que tout le monde quitte Bambey pour arriver à Dakar. Ça n'a pas de sens pour ma campagne électorale. Durant les 20 jours, je n'ai fait campagne électorale que 11 jours. Je suis resté 9 jours sans faire de campagne parce que je n'avais pas les moyens. Le peu de ressources dont je disposais, c'est le mouvement qui me les a donnés. Au moment où des gens impriment des milliers de t-shirts, moi j'ai fait la campagne électorale avec 80 t-shirts. Cela n'est pas facile, mais on ne va pas nous décourager pour autant. Nous allons continuer à faire le tour, à parler à nos parents, à parler à nos concitoyens, afin qu'ils comprennent que cette politique qui vise à distribuer des miettes de gauche à droite et à s'emparer des ressources publiques, à se détourner des véritables enjeux de développement, ça doit cesser. Et ça doit cesser par la promotion du responsabilisme, par la promotion du mouvement Tekki. Et vous avez fait quel score lors des dernières élections? Bon, quand vous dites score, nous étions 5 candidats. La population a choisi les 3 premiers qui étaient de la mouvance présidentielle. Le maire sortant, il était de Benno Bokk Yakaar. Celui qui est élu, qui est le premier, donc il est de Benno Bokk Yakaar. Et un 3e candidat frustré qui est sorti des flancs de Benno Bokk Yakaar, qui a créé sa liste parallèle. Mais tous les 3 avaient un discours en commun. Si vous votez pour l'opposition, l'État coupe vos bourses familiales. Si vous votez pour l'opposition, l'État ne va plus investir ici. Parce que l'État ne va pas continuer, ne va pas soutenir des candidats de l'opposition. Alors votez pour nous, qui sommes de la mouvance présidentielle. Finalement, il n'y a que 2 oppositions, Baboucar Sarr et le candidat de Yewwi. Je suis venu 4e, le candidat de Yewwi est venu 5e. Voilà. D'accord. Personnellement, vous travaillez à la mairie de Hann, qui est dirigée par un membre de Yewwi. Comment se passe la collaboration là-bas? Elle est parfaite. Nous sommes allés à la mairie de Hann Bel-Air en 2009, dans le cadre de Benno Siggil Sénégal. Lui, il est de l'AFP. Il y avait le Parti Socialiste, il y avait Tekki, il y avait le FSD/BJ de Cheikh Bamba Dièye, il y avait Talla Sylla et tout ça. Et on a fait une coalition, nous avons battu campagne, nous avons renversé le pouvoir PDS qui était là-bas, nous avons gagné la mairie. Mais Dieu nous a donné la chance, celui qui est le maire qui dirigeait l'équipe, c'est un grand monsieur. Dès qu'il est entré dans la mairie,
il n'identifie plus les couleurs de parti en fait. Il travaille avec une équipe. Et chacun, il regarde ses compétences, son sérieux, ton apport personnel, ta valeur personnelle. Il ne nous juge plus en fonction de nos colorations politiques, mais il nous apprécie en fonction de ce que nous apportons pour le service. La mairie de Hann Bel-Air, la commune, disons, a beaucoup de problèmes et des projets. Le projet de dépollution de la baie d'Anne a été initié depuis un moment. Comment cela avance-t-il? Un projet quand même d'une grande envergure. Un projet, j'allais dire, qui devait être la priorité de l'État. En tout cas, l'une des priorités de l'État. La baie de Hann, ce n'est pas que Hann, c'est depuis le Môle 8, le port de Dakar, jusqu'à Mbao, traversant les communes de Hann, une partie des communes de Dalifort, de Thiaroye, de Diamaguène Sicap Mbao, de Mbao. Mais quand vous partez dans cette partie-là, les eaux sont complètement polluées grâce à cause du réseau des rejets industriels. Dans cette partie de notre littoral, vous ne pouvez plus faire de la pêche. Il n'y a plus de poissons. En lieu et place de poissons qu'on pouvait retrouver, c'est des maladies, c'est des eaux polluées qui provoquent des maladies pour des populations. Et cela déstructure complètement l'économie au niveau de cette partie du littoral. Il y avait des industries de glace, il y avait des usines de transformation de poissons qui étaient implantées dans cette zone et qui, pour l'essentiel, sont fermées. Mais la baie de Hann, au-delà, ça pouvait quand même être une magnifique baie qui pourrait apporter au plan touristique beaucoup de choses à Dakar. On nous dit que c'était la baie la deuxième baie la plus belle au monde après celle de Rio. Mais aujourd'hui, quand vous y aventurez, mais c'est quand même impossible. Alors, l'État, depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade, a eu un projet de vouloir dépolluer cette baie. Quand Macky Sall est arrivé, beaucoup d'études ont été faites. Il s'est engagé et même des procédures d'appel d'offres ont été lancées. Le travail même a eu à démarrer il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, c'est bloqué. Parce que dans le processus de passation des marchés, ils ont pu identifier une entreprise qui malheureusement ne pouvait pas faire le job. Aujourd'hui, le projet est bloqué à cause d'un manque de compétences de l'entreprise qui a été choisie par le régime de Macky Sall. Donc aujourd'hui, les populations sont restées en attente. Personne ne sait quand est-ce que ça va redémarrer. Personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. En attendant, nous vivons avec nos eaux polluées, nous vivons avec notre manque de poissons, nous vivons avec notre mal-vivre. Le privilège d'être auprès de la mer. Aujourd'hui, Hann ne l'a pas. Toutes ces communes ne l'ont plus. Ils souffrent, bien au contraire, de cohabiter avec des eaux polluées. C'est ça aujourd'hui l'état un peu de la baie de Hann, malheureusement. Mais les populations continuent le plaidoyer. Les autorités municipales, notamment en l'occurrence le maire de Hann, continuent encore à faire ce travail. Et je l'ai entendu à l'Assemblée nationale, lors du marathon budgétaire, interpeller le ministre en charge de cette question-là pour qu'effectivement des solutions soient trouvées immédiatement et très rapidement. Et avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement des mairies? Avant et après, comment ça fonctionnait maintenant? Oui. Est-ce qu'il y a une évolution? J'avoue qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'au départ, beaucoup de maires ont tiré sur l'acte 3 de la décentralisation. Bon, mais en définitive, nous qui étions là en 2009 et qui sommes là toujours, savons qu'il y a quand même des avancées. D'abord au plan budgétaire. La mairie avait un budget environ de 600 millions avec des recettes réelles de 400 millions l'année. La mairie de Hann Bel-Air. Aujourd'hui, nous sommes à un budget de 2,5 milliards.
avec au moins des recettes réelles de 1 milliard 800 millions. Avec de telles recettes, vous avez plus la possibilité de faire des investissements. Parce que les communes d'arrondissement à l'époque étaient des communes qui ne faisaient que du social. Faire des aides de Tabaski, subventionner des ASC, accompagner des lieux de culte par-ci et par-là, c'est tout, ça se limitait à cela. Mais aujourd'hui, les communes-là, avec leur budget qui ont triplé, ou voire même quadruplé, ils ont la possibilité aujourd'hui de construire des écoles, de construire des stades municipaux. Hann Bel-Air en a construit un avec gazon synthétique et projecteurs et tout ce que vous voulez. Vraiment un terrain de normes FIFA. Et c'est intéressant, cela a pu se réaliser parce que l'acte 3 est passé par là. Quand l'acte 3 est arrivé, il y a des recettes qui venaient à la ville qu'on a transférées vers les communes, notamment la taxe publicitaire, notamment la taxe foncière, une partie de la taxe foncière. Mais toujours nous restons à notre fin. Nous pensions à l'époque ce qu'on appelait la CGI, la contribution globale unique, qu'elle serait au moins transférée de la ville vers les communes, ou tout au moins qu'il y ait une clé de répartition. Quand la ville, par exemple, de Dakar, tire de Hann Bel-Air, à cause du tissu industriel qu'il y a à Hann Bel-Air, 10 milliards de taxes ou d'impôts, on s'attendait au moins à ce que ce soit reversé au niveau de la commune, mais au moins les 2 milliards. Mais la réforme de l'acte 3 n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique. Toujours, ils ont non seulement supprimé la CGU en le remplaçant par la CEL, la contribution économique locale. Sur la valeur locative, elle est payée au niveau de la ville. Sur la valeur ajoutée, elle est mise dans un fonds commun où toutes les communes du Sénégal se partagent. Nous attendions à ce que sur la valeur locative, qu'il y ait une clé de répartition qui permettrait qu'une partie soit reversée à la ville et que l'autre partie soit reversée à la commune. Cela permettrait effectivement de booster davantage les budgets de la commune de Hann Bel-Air. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes à la ville ou bien ici, à partir de 17h, vous demandez à un taxi de vous amener à Yarakh, il refuse. Parce qu'il y a des embouteillages monstres là-bas, à cause de l'implantation des usines. Yarakh, c'est à cause de l'implantation du port, où il y a un trafic de presque, on nous dit 2000 camions par jour. C'est infernal. C'est des embouteillages, c'est des pollutions de toutes sortes, de toute forme. Ces externalités-là liées à l'implantation des entreprises auraient dû profiter quand même, auraient pu être compensées, notamment par la réorganisation de ces impôts-là qui auraient pu être versés en partie à la commune. Cela aurait pu être beaucoup plus intéressant pour la commune. Elle permettrait à la commune de mieux construire des routes, des voiries intérieures, de mieux construire des écoles, de mieux construire des structures de santé, de mieux les améliorer, de mieux les équiper, de mieux accompagner les jeunes, que ce soit dans le plan du sport, que ce soit dans le plan de l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous les plans. Mais quand même, il faut quand même dire que l'acte 3 a eu à apporter ouf de soulagement, en tout cas dans les recettes de la mairie, et ce qui nous a permis de réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, Hann Bel-Air a le seul dara moderne de la région de Dakar construit sur fonds propres, une maison de la femme construite sur fonds propres, un stade municipal construit sur fonds propres, des pavés un peu partout, tout un quartier pavé. À Dakar, l'essentiel des pavés faits dans les quartiers ont été faits par la ville de Dakar. Mais à Hann, vous allez dans un quartier qui a été intégralement pavé par la mairie. Et des projets, donc les projets continuent, se poursuivent. Cela a été possible grâce à l'acte 3 de la décentralisation. Évidemment, l'acte 3 aussi nous a apporté un peu des effets, des externalités un peu négatives, parce qu'il y a un personnel qui a été redéployé. Quand on a supprimé la région, du personnel a été redéployé de la région vers la ville de Dakar.
Et un personnel a été redéployé de la ville de Dakar vers les communes. C'est pourquoi on a hérité de 2 centres de santé, de 2 postes de santé, avec tout le personnel qualifié qu'il y avait là-dedans. Ça nous fait quand même des salaires de 200 millions, rien que dans le domaine de la santé. Effectivement, nous avons également hérité de cela, de l'acte 3 de la décentralisation. Mais santé yàlla, si on poursuit les réformes visant la phase du financement de l'acte 3, dans ce cas, je pense que les communes là pourront être des communes de plein exercice et pourront davantage jouer leur rôle. Avant l'acte 3 de la décentralisation, les autorisations de construction étaient délivrées par le maire de Dakar. Il nous est arrivé, au niveau de Hann Bel-Air, de voir quelqu'un en train de construire un immeuble, mais quelque part où il allait fermer carrément la voirie. Parce que quelque part, les services de l'État qui ont diligenté ce projet, ils ne descendent pas forcément sur le terrain. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Le maire de Dakar qui ici, en définitive, n'a pas cette proximité avec le lieu d'implantation. Mais si c'est le maire de Hann maintenant qui doit signer cette autorisation de construction, il a ses agents à qui il demande d'aller vérifier. Récemment, le maire de Hann a bloqué plusieurs autorisations de construction parce que quand vous descendez sur la réalité, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. On ne peut pas délivrer un terrain sur une voirie carrément. Vous prenez presque un terrain de 150 mètres carrés où presque les 70 mètres carrés se trouvent sur la voirie. La réalité du terrain est parfois différente de la réalité des documents. Et ça, le maire qui est élu, qui fréquente régulièrement la commune, ne peut pas permettre de signer certaines choses. Même si on lui dit oui, si vous ne signez pas, le sous-préfet, le représentant de l'État va se substituer, il dit ok, allez-y, faites ce que vous voulez, mais moi en tant que maire, je ne peux pas vous signer une autorisation pour que le gars construise sur la voirie publique. Ce n'est pas possible. Et cela, c'est à cause de l'acte 3 de la décentralisation. Avant l'acte 3 de la décentralisation, nos établissements élémentaires scolaires, les écoles élémentaires, étaient gérés par la ville. C'est vrai qu'il y avait le projet du lait à l'école, c'est vrai qu'il y avait le projet des tenues à l'école. Mais nos résultats n'étaient pas fameux. Avec l'acte 3 de la décentralisation, lorsque ces compétences maintenant sont dévolues aux communes de plein exercice, le ministère de l'Éducation nationale, à travers les IEF, a demandé à ce que se fassent des assises de l'éducation nationale au plan communal. Hann Bel-Air a organisé ces assises, initiées avec tous les acteurs, sous la supervision de l'IEF de Grand Dakar. Des recommandations ont été faites. La mairie a appliqué à la lettre les recommandations. Cela nous a permis de quitter des résultats qui étaient enregistrés à hauteur de 30% vers des résultats à hauteur de 90 à 100%. Beaucoup d'écoles aujourd'hui à Hann Bel-Air font des résultats de 100%. Et ceci grâce justement à cette gestion de proximité. Nos structures de santé, on a eu un centre de santé qui est vieux, qui était là depuis 1983, qui était presque au bord de la fermeture, qui était géré par la ville de Dakar à l'époque. Beaucoup de populations refusaient désormais d'orienter leurs parents malades vers ce centre de santé-là. C'est le centre de santé de Hann-sur-Mer. Avec l'acte 3 de la décentralisation, il a été ajouté dans le patrimoine de la mairie de Hann Bel-Air. Et depuis lors, la mairie a relevé ce centre de santé. 1, par la réhabilitation du bâtiment. 2, par le recrutement de personnel, de médecins. On avait là-bas un seul ou 2 médecins qui étaient embauchés. Aujourd'hui, la mairie a mis là-bas 4 médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus d'équipements dans le plateau médical. Le laboratoire est super équipé avec une radio numérique de dernière génération. Aujourd'hui, le centre est en train de souffler, cette gestion de proximité que le maire d'une commune d'arrondissement peut faire vis-à-vis des écoles et des structures de santé qui sont dans son périmètre communal, ce n'est pas évident que la ville puisse le faire. Je pense que dans cette dynamique, il faudrait renforcer
en essayant de trouver des clés de répartition au niveau de certains impôts, notamment la CLVL, pour qu'effectivement des recettes puissent quitter de la ville et renforcer les budgets des communes. Et bien évidemment, les encadrer. Les encadrer. Alors, pour terminer, on va parler de vos perspectives personnelles, au plan personnel, et aussi au sein de Tekki pour l'année 2023. Peut-être faire une petite digression avant de revenir à nos perspectives personnelles. Féliciter le peuple qui a répondu favorablement au concert de casseroles le 31 décembre. Cela nous paraît important. Dans la Constitution, il est dit que le président Macky Sall, le président de la République, incarne l'unité nationale. Cette disposition, clairement indiquée dans l'article 42, pour qu'elle puisse être, on a donné des moyens considérables au président de la République. Parmi ces moyens-là, il y a celui qui a été évoqué quand on disait que le président nomme aux emplois militaires. Il est le chef suprême des forces armées. Il dispose de la force armée. Ce pouvoir-là, on ne l'a pas donné à un khalife général ici au Sénégal. On ne l'a pas donné à aucune autorité coutumière, on l'a donné au président de la République. Dans cette même constitution, au niveau de l'article 7, on dit que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable. L'État doit la protéger. En définitive, la Constitution ne consacre pas la sacralité de l'institution ou des institutions, mais il sacralise l'être humain, le citoyen. On donne maintenant la force militaire et la force publique au président de la République pour qu'il puisse protéger cet être humain-là. Mais entre nous, franchement, est-ce que Macky Sall a usé de la force publique pour violenter les Sénégalais ou a-t-il utilisé la force armée pour protéger les êtres humains? Quand François Mancabou était torturé dans les lieux de la détention, il était gravement malade jusqu'à rendre l'âme. Où était l'État? Pourquoi l'État n'a pas joui, n'a pas utilisé cette force-là qu'elle avait pour protéger cet être humain qui est inviolable, qui doit être protégé? Quand Macky Sall s'est permis d'envoyer par une parodie de justice Khalifa Sall, Karim Wade les a éliminés contre toutes les procédures de droit, de normes internationales, et en même temps protéger ses amis comme Cheikh Omar Anne, comme Mbaye Prodac et ainsi de suite. A-t-il utilisé la force publique, a-t-il utilisé la force de l'État pour protéger tout être humain? Ou bien l'a-t-il fait juste pour protéger des gens qui sont avec lui? Quand ça vous arrange, vous écrasez les autres et vous protégez les gens de ta famille, vous n'êtes plus en mesure d'incarner l'unité nationale comme consacré dans la Constitution. À partir de ce moment, quand vous faites votre discours le 31, les gens sont libres, les citoyens sont libres d'organiser leur tanneber ou d'organiser leur concert de casserole. C'est pourquoi moi, personnellement, s'il y avait à refaire, j'allais faire ce concert de casserole. Parce que Macky Sall n'est plus digne d'incarner l'unité nationale de par ses agissements et de par ses faits. Pour en revenir maintenant à nos perspectives personnelles, je pense que le mouvement Tekki va organiser son bureau citoyen national bientôt, au cours duquel des recommandations fortes seront faites, certainement dans le sens de redéployer un peu les équipes, de redynamiser la coordination des jeunes, la coordination des femmes, la coordination des cadres. Et dans ce cas, effectivement, nous comptons jouer un rôle important. Au niveau de Hann Bel-Air et au niveau de Patar et dans le département de Gossas, nous allons continuer à poursuivre les efforts. Bientôt, d'ici le mois de mars, nous allons commencer à faire des tournées, donc pour un peu revigoriser donc, nos responsables, nos cellules qui ont été déjà montées là-bas,
pour maintenir le cap. Bientôt, on va démarrer le parrainage pour l'élection présidentielle. Cette fois-ci, nous comptons occuper le terrain bien avant Benno Bokk Yakaar. Parce qu'au moins, on a la chance d'être sûr que Mamadou Lamine Diallo, nous voulons qu'il soit candidat. Mais comme Benno Bokk Yakaar ne sait même pas si ils auront un candidat ou pas, ils veulent forcer Macky Sall à être forcément le candidat. Et j'avoue qu'aujourd'hui en Afrique, Macky Sall fait partie des top 12 des présidents qui sont plus vieux au pouvoir. Quand vous enlevez le roi du Maroc, qui est là depuis 1999, vous enlevez ces fous heureux-là comme Obiang Nguema, comme Paul Biya, comme Paul Kagame, le président ougandais. Macky sera même dans le top 6 des présidents qui ont plus duré au pouvoir. Alors, est-ce qu'il faudrait rajouter une couche en lui donnant encore un 3e mandat? Comme l'a fait Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est dans le top 5 des présidents qui sont... Aujourd'hui, en Afrique, nous avons une tendance à limiter les mandats à 2, à renouveler forcément le management au sein des États. Et il y a 2 manières. Soit les gens le font par les urnes de manière démocratique et libre, soit ils le font par la guerre, par les insurrections. Compte tenu de notre héritage démocratique et historique, Macky doit renoncer à ce 3e mandat et transmettre le pouvoir par la voie des urnes de manière démocratique. C'est cela en fait qui serait important, c'est cela qui serait plus sage pour le Sénégal. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup à vous aussi. Bien des choses à Koulandian, que l'envol continue, que cette dynamique continue. En tout cas, nous étions très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour partager ces moments de communion avec vous.